Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs fonds d'investissement ne sont pas éligibles au remploi. Donc ça crée de toute façon un biais de sélection. C'est toujours mieux d'être diversifié plutôt que très concentré. C'est aussi un avantage et un service que rend les fonds éligibles au remploi, mais ça crée un champ plus restreint, selon nous un peu moins qualitatif. Et donc c'est juste qu'il faut l'avoir en tête, c'est contraignant. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Doucher. Rémi qui est cofondateur d'Ivesta et de Sapiens. Alors Ivesta, c'est un family office qui accompagne notamment des entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement sur leurs investissements patrimoniaux. Et puis Sapiens, qui a été aussi lancé à l'initiative d'Ivesta, qui est un family office pour le coup un peu plus digitalisé, qui adresse aussi une autre typologie d'investisseurs. Et on est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème dont on a déjà parlé dans un ancien épisode. On va parler du remploi, mais sous un angle un peu différent, parce que ce que j'ai demandé à Rémi de faire, c'est de nous parler notamment de son expérience aux côtés de beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu des entreprises sur leur emploi, pour nous dire est-ce que finalement leur emploi il est fait pour tout le monde, et en l'occurrence est-ce qu'il est fait pour vous qui nous écoutez. Déjà, peut-être qu'on peut revenir. Alors, il y a déjà une vidéo qui rentre plus dans le détail, Rémi, sur les aspects pratiques de la possession, mais peut-être quand même faire un petit résumé. Est-ce que tu peux nous donner en pratique en quoi ça consiste le remploi ? Avec plaisir. Bon, déjà, le dispositif du remploi est en théorie prévu en fait, pour permettre aux entrepreneurs de réinvestir dans l'économie réelle. Et il y a des petits moyens mnémotechniques que je vais vous donner qui permettent de retenir assez facilement le principe. C'est 3, 2, 1. C'est-à-dire que quand vous apportez des titres à une holding moins de 3 ans avant de la vendre, vous devenez éligible ou en tout cas assujetti au sujet du remploi. 2 ans, c'est le temps que vous avez pour pouvoir exécuter dans le temps imparti maximal l'investissement de 60% de ce que vous avez vendu dans des investissements éligibles au remploi. Et 1 an, c'est la durée de détention de l'investissement. Enfin, c'est la durée minimale de détention de l'investissement que vous faites dans le remploi. Étant à préciser, et ça a été dit dans le précédent podcast que j'ai écouté qui était passionnant, que c'est bien un décalage et un report d'imposition, mais pas une exonération. Donc il faut bien l'avoir en tête parce que c'est pas une magie fiscale, c'est juste un décalage fiscal. Donc ça c'est le premier élément à avoir en tête, c'est surtout de comprendre un peu comment ça fonctionne et de comprendre le champ d'application et l'éligibilité, qui est assez étroit. Oui, c'est ça, parce que, et c'est tout le propos de l'épisode, hein, mais avoir recours à la possession et au remploi, par définition, c'est aussi contraignant. C'est-à-dire qu'il y a un avantage fiscal, mais il y a aussi une contrainte qui est de ne pas pouvoir réinvestir cet argent là où on veut. Est-ce que peut-être, dans les grandes lignes, c'est 60% qu'on doit réinvestir dans un certain type d'activité éligible. C'est quoi comme type d'activité ? Retenez que ce sont des activités opérationnelles. Et dans les activités opérationnelles, il y a aussi bien la nouvelle aventure professionnelle que vous allez monter, assez classique, en tout cas c'est l'idée initiale du projet de remploi, 150 BTR, du dispositif 150 BTR. C'est aussi éventuellement réinvestir dans de l'immobilier, mais de l'immobilier commercial, donc ça peut être de l'hôtellerie, voilà. Ça peut être aussi l'activité de marchand de biens, avec, à ne pas louper le sujet, avec un caractère récurrent. Donc il ne suffit pas d'acheter un appartement, de le refaire et de le revendre pour que ce soit éligible, il faut vous le faire à plusieurs reprises. D'accord. Comme si c'était vraiment une activité opérationnelle. Et ensuite, l'investissement traditionnel dans certains fonds éligibles au remploi ou du business angel traditionnel. D'accord. Donc c'est un champ assez restreint, ce d'autant que c'est dans un temps délimité de 2 ans, qui est souvent couplé avec une période, en tout cas pour la plupart des entrepreneurs, d'earn-out, période pendant laquelle celui qui a vendu son entreprise a intérêt à maximiser la réussite de l'entreprise, puisqu'il est rémunéré aussi à la réussite dans les 2 ans qui viennent la cession, et c'est souvent 2 ans, donc c'est un dilemme cornélien, c'est-à-dire que je dois faire grandir mon entreprise encore, et en même temps je dois m'occuper de ce emploi qui nécessite une bande passante
assez Oui, forte. c'est ça. Donc en fait, le temps que tu l'alloues, la question, c'est est-ce que j'alloue mon temps à gagner mon earn-out ou à payer moins d'impôts, enfin, ou en tout cas à rationaliser la fiscalité sur ce que j'ai déjà gagné, en fait. Et l'arbitrage, il n'est pas si évident que ça, en fait. Et le constat qu'on a fait, nous, en tout cas pour la centaine d'entrepreneurs qu'on accompagne, plus tous ceux qu'on a Mhm. rencontrés autour d'Ivesta et autour de Sapiens, c'est qu'il y en a beaucoup qui, en fait, se sont rendus compte ex post que ça a été compliqué et que la Mhm. plupart du temps, ils se sont concentrés sur le sujet dans les dernières semaines avant la date fatidique et qu'ils ont souvent fait des choix par défaut plutôt que des Mhm. choix de raison. Ouais, donc tu as souvent croisé des entrepreneurs qui regrettaient, en fait, d'avoir choisi ce mécanisme. En tout cas, le retour d'expérience de bon nombre d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont dû faire des choix d'investissement Mhm. qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu cette contrainte fiscale. Ok. Et tu peux pas, enfin, une fois que tu t'es engagé dans leur emploi, tu peux pas dire, ah non, finalement, je fais pas. Alors c'est un bon point parce que on a souvent tendance à penser qu'une fois qu'on a pris une décision, notamment s'agissant de ce dispositif, on est dans une prison. La réalité, alors tout ça doit être baqué par des avocats fiscalistes, mais on l'a déjà vu faire. On peut rétro-pédaler, Mhm. décider d'annuler son emploi. Alors évidemment, si on a commencé à investir, c'est ballot, mais en revanche, celui qui se dit, tiens, cette décision que j'ai prise finalement ne correspond pas bien Mhm. à ma situation patrimoniale, Mhm. c'est possible de rétro-pédaler. Moi, je donne juste un exemple intéressant que j'ai récemment constaté avec des entrepreneurs qu'on a eu la chance de rencontrer. C'est que ces entrepreneurs, en fait, avaient pour projet post-cession d'acheter une résidence principale ou une résidence secondaire et avaient décidé de remployer quasiment la totalité du fruit de la cession de leur entreprise. D'accord, parce que c'est pas limité, ça, en Alors, termes de temps. non, non, Ouais, non. on peut apporter, quand on vend son entreprise, peu importe Ouais. le montant, 10 millions d'euros, on peut Ouais. décider d'apporter ces 10 millions d'euros au remploi, Ouais. c'est-à-dire 100%. Mais l'exemple que je veux citer, il est très parlant, c'est que ces entrepreneurs, ils voulaient acheter une résidence principale, peu importe le montant, et pensaient qu'ils avaient la capacité, en fait, d'être libres avec leur emploi et de mettre en garantie, en collatéral, les Mhm. actifs financiers de la holding pour acheter une résidence principale, ce qui ne fonctionne pas en pratique. Et donc là, typiquement, on est en train de toucher du doigt le vrai sujet, c'est-à-dire que une bonne décision fiscale, et pas toujours, voire parfois fréquemment, une mauvaise décision patrimoniale. Et là, la décision patrimoniale, c'est je veux acheter un bien immobilier dans lequel je veux vivre. Et la réponse fiscale posée à l'avocat, c'est comment je paye moins d'impôts. Bah, tu fais du remploi. Mais donc, il y a un moment donné, il faut se poser la bonne question de est-ce que je veux faire du business angel? Mhm. Est-ce que j'ai besoin de capitaux propres pour faire des acquisitions de biens dont je veux jouir à titre personnel? Et si la réponse c'est non, je ne veux pas faire de business angel, oui, j'ai des achats à titre personnel à faire massifs, bah, l'investissement dit de remploi est totalement enfin, est pas justifié ou en tout cas pas très approprié. Mhm. Oui, donc en fait, si je te suis bien, c'est impératif de faire les choses dans l'ordre, à savoir d'abord, je me pose par rapport à la somme que j'ai à ma disposition, j'établis ma roadmap patrimoniale et je détermine si effectivement il y a une de ces poches qui peut être allouée à de la porcession, et non pas d'abord par défaut je fais tout la porcession, et puis s'il me reste des trucs que j'ai pas réussi à placer, je vais voir que je vais appeler un conseiller qui va me placer le reste, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et il y a deux éléments pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est plutôt du rétro-engineering qu'il faut faire. Mm. Donc en gros, j'ai envie de placer 500 000 euros, 100 000 euros, peu importe le montant, enfin, de faire du business angel à hauteur de 100 000 ou 200 000 euros. Je fais ma règle de 3, puisque vous avez compris que c'est 60%, et du coup, je fais mon calcul de combien je peux apporter dans une structure de remploi pour pouvoir répondre aux 60% qui deviennent ces 100 ou 200 000 euros. Ça a beaucoup plus de sens parce que là, on a une vraie décision d'allocation, une vraie décision d'investissement qui n'est pas subie. Mhm. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est un peu le corollaire de ce champ un peu exclusif d'actifs éligibles, c'est qu'il existe des fonds éligibles au remploi. Mais clairement, enfin, pour avoir la chance avec Sapiens et Ivesta de rencontrer un grand nombre de fonds d'investissement non cotés, ce qui est sûr, c'est que les meilleurs fonds d'investissement ne sont pas éligibles au remploi. Donc ça crée de toute façon un biais de sélection. C'est toujours mieux d'être diversifié plutôt que très concentré. Donc c'est aussi un avantage et un service que rend les fonds éligibles au remploi, mais ça crée un champ plus restreint, Mhm. selon nous un peu moins qualitatif,
Et donc, voilà, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête, c'est contraignant. OK, très clair, super, merci beaucoup. À contrario, tu as quand même, vu, et eu des clients, qui ont utilisé leur emploi. Pour toi, c'est quoi les avantages qu'on peut vraiment, dont on peut vraiment profiter avec leur emploi et dans quel contexte que c'est vraiment pertinent de faire appel à ce mécanisme? Alors, bon, déjà, le premier avantage du remploi, ne l'oublions pas tout de même, c'est le décalage de l'impôt. Donc, c'est le report de l'impôt. Et quand on dit report, il faut le mettre en perspective d'un autre dispositif qui est du sursis. Le report permet de figer la Mmh. fiscalité au moment où vous décidez de l'activer, c'est-à-dire au moment où vous décidez de vendre la holding. Donc ça fige. Donc on ne bénéficie pas des avantages fiscaux si jamais la fiscalité s'améliore, mais on est aussi protégé d'une fiscalité plus dure Mmh. si ça devait être le cas. Là où c'est très avantageux, c'est dans le cas où vous avez déjà, comme on l'évoquait tout à l'heure, en tête un projet d'investissement business angel ou alors le projet de réinvestir dans une nouvelle entreprise que vous allez créer. Et ça, c'est pas limité en termes de montant, ce que tu peux remettre dans ta nouvelle entreprise. Tu peux mettre 100 du prix de ta cession dans une nouvelle entreprise en apport cession et tu reportes ton impôt sur 2 ans. Oui. OK. Alors c'est pas qu'on reporte l'impôt sur deux Oui, ans, c'est qu'on a deux oui. ans Pour réinvestir, pour pardon. Oui, oui, réinvestir pardon. les proceeds de la cession de ton entreprise et Mmh. ensuite, bon, comme d'habitude, hein, recréer une entreprise, ça prend du temps et on la vend pas tout de suite. Oui, oui, Et oui. donc la contrainte de garder l'investissement pendant un an, en fait, c'est une contrainte qui est assez légère parce qu'en Oui. réalité, c'est rare de Voilà. trouver des investissements où vous avez la capacité de faire un aller-retour en un an. Donc voilà. Et donc le message quand même à retenir, c'est que c'est pas mal de calibrer le montant de remploi dans Business Angel ou dans son entreprise, sa nouvelle entreprise, et ensuite de délimiter le montant qu'on a envie d'apporter dans un projet d'apport-cession, parce que ça permet au moins de ne pas être frustré et de disposer des capitaux à titre personnel quand c'est le cas. Parce que on a oublié de préciser que se pose la question du remploi que quand on détient les titres de sa société en direct. Oui. Quand sa société est déjà dans une holding, ce sujet ne se pose pas. Oui, d'accord. C'est fréquent, enfin, tu vois, par rapport sans sortir le chiffre exact, tu vois, mais par rapport aux entrepreneurs que tu accompagnes, ils sont souvent en détention de titres en perso ou c'est relativement rare, ça? Je dirais qu'il y a pas de, j'ai pas de, je suis pas capable de donner un chiffre précis, mais Est-ce très que c'est la souvent, norme ou est-ce que c'est l'exception? on va dire que c'est peut-être moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent pas la question, et c'est pas illogique de pas se poser la question quand on monte son entreprise, de la Mmh. structuration fiscale. Enfin, en tout cas, c'est pas le premier réflexe. Et surtout quand c'est une première entreprise, en fait. Voilà. Ouais. Donc généralement, on monte son Mmh. entreprise, on met le montant de capital initial, 5 000, 10 000 euros, on détient les titres en direct, on se pose pas beaucoup la Mmh. question, et ça peut avoir du sens de se la poser. Mais en tout cas, il y en a quand même pas mal qui se retrouvent au moment où il y a une opération financière en se disant tiens, comment je structure, Mmh. et qui sont un peu devant le fait accompli la veille du deal. Et c'est Mmh. là que se pose la question du remploi. Mais il y en a aussi quelques-uns qui ont mis leur titre dans une holding et qui l'ont mis plus de 3 ans avant de faire l'opération et qui, dans ce cas-là, eux sont libres de remployer les proceeds de la cession de leur entreprise dans ce qu'ils veulent dans leur holding. Mmh. OK, OK. J'avais envie aussi que tu partages avec nous, tu vois, alors, je sais que tu peux pas forcément donner les noms et de tes clients, mais tu vois, des exemples très concrets, tu vois, de ce que ça implique, des retours d'expérience, pour des clients que tu connais, qui ont eu recours à la possession, tu vois? Parce que je trouve qu'on a un peu ce truc de: «OK, il faut réinvestir 60 et tout», mais concrètement, tu vois, comment est-ce que tu le vis? Ça fait combien de lignes à gérer? C'est quoi comme temps que tu vas y passer? Qu'est-ce que tu vois, tout ce truc-là, tu as des éléments à nous partager par rapport à ça? Alors oui, et puis alors ça dépend aussi des montants, Mmh. forcément. Mais quand bien même on parlerait pas de montant, l'idée c'est quand même, pour tout investisseur sage, de répartir, de diversifier. Et donc imaginons que, et c'est assez fréquent chez les entrepreneurs, que le remploi soit plutôt considéré vers de l'investissement en business angel. C'est assez fréquent de faire 10 ou 20 investissements, Mmh. ou ne serait-ce que d'une dizaine. Et le ratio, c'est que en fait, vous ne faites 10 investissements que quand vous en avez vu 2 ou 3 fois plus. Mmh. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire d'investir dans 10 entreprises. Ça veut dire en voir une trentaine, et une trentaine, ça prend du temps. Et quand il y a un deal à faire, c'est des relectures de pacte qui sont faites ou pas faites d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai point d'attention. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, mais la relecture des pactes d'actionnaires, c'est aussi un point d'attention qui nécessite un peu de sagesse, un peu de temps,
Et mine de rien, tous ces éléments entre la due deal, la discussion avec l'entrepreneur, l'investissement et toute la paperasserie administrative, D'autant que tu as ça des prend du frais temps. si tu décides de déléguer. Si tu dis, bah, je vais faire relire un avocat, ou... en fait, c'est pareil, ça va te coûter cher, en fait. Enfin, Oui, en fait, soit bon, tu fais toi-même, mais tu passes beaucoup de temps, soit tu délègues et en tout cas, ce qui n'est pas délégable, ce qui est difficilement délégable, c'est évidemment la partie administrative, un avocat ou je ne sais quoi, ça c'est faisable. Ce qui n'est pas délégable, c'est comprendre le business model de l'entrepreneur, le rencontrer, se faire une idée de la pertinence de l'aventure entrepreneuriale et de l'équipe, et ça prend du temps. D'autant quand tu fais un investissement BR, en l'occurrence, tu es quand même souvent un peu attendu en termes d'accompagnement plus informel, sans être forcément au board, mais tu vois, ouvrir ton réseau, suivre un peu l'activité. Enfin, c'est quand même rare que tu fasses du BR en n'ayant vraiment aucune implication d'entreprise derrière, non? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a deux types de business angels. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que l'entrepreneur qui a réussi, qui fait une opération financière, souvent, il a une visibilité et probablement une pertinence dans un accompagnement qu'il pourrait avoir avec ses startups qui est fort, qui est souhaité et fait ou pas fait dans la réalité, parce que parfois il y a ce qu'on veut en faire et ce que les entrepreneurs font réellement au quotidien. Donc oui, souvent, le business angel est attendu pour être un accompagnateur potentiel de l'entreprise. Dans la réalité, c'est très peu le cas, sauf s'il y a une expertise forte. Et d'ailleurs, c'est le vrai sujet aussi, le point d'attention, c'est qu'il ne faut pas minimiser la notion d'adverse selection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'à moins d'être hyper spécifique, hyper compétent sur un domaine, et du coup très valorisable pour l'entreprise, la plupart du temps, les bons dossiers vont aux bons investisseurs. Et donc, très souvent, les business angels, pas toujours, parce que il y a aussi des business angels qui ont un sourcing fantastique et qui sont très bons dans la sélection. Mais franchement, ne nous voilons pas la face. Les bons deals vont aux bons investisseurs et les bons investisseurs sont souvent soit des rockstars entrepreneuriales, soit des fonds qui, eux, s'arrogent les bonnes places dans les bons deals. Et là où il y a quelques années, en France, on va dire, il y avait assez peu d'acteurs dans le seed, c'est-à-dire les jeunes pousses qui sont le lieu en fait de l'investissement du business angel. Aujourd'hui, il y a des micro-VC de très bonne qualité qui remplacent ou qui secondent ces business angels, et donc se faire des places à côté de ces gens-là qui ont des poches un peu plus profondes que les business angels, c'est dur. Oui. Donc ne minimisez pas c'est très important de ne pas minimiser et d'avoir l'humilité de considérer qu'il y a vraiment un risque d'adverse selection et que nous, l'expérience qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des sous avec le c'est ça, business en termes de angel. rendement, j'allais te poser la question. T'as des gens qui arrivent à bien avoir des bons rendements sur leurs investissements en BA, ou c'est quand même relativement rare? On a quelques exceptions dans nos clients, notamment une, mais la plupart de nos clients, en fait, retournent l'argent et en ayant passé beaucoup de temps. Ce qu'il ne faut pas minimiser, et ça c'est très positif, c'est que dans le remploi, dans l'investissement business angel, il n'y a pas que la notion de retour sur investissement et la notion financière ou l'économie fiscale grâce au remploi, c'est aussi du give back. Et je pense que les entrepreneurs ont vraiment envie de pouvoir rendre l'appareil à leurs peers, enfin à leurs pairs, aux entrepreneurs qui sont plus jeunes qu'eux et qui, comme ils l'avaient fait il y a quelques années, se mettent à prendre des risques. Donc ça a énormément de valeur, mais ça, c'est pas lié au remploi. On peut le faire via son PEA, on peut le faire en direct, on peut le faire à l'occasion du remploi. Et donc ça, c'est sûr que c'est souvent un souhait, mais il faut avoir en tête la contrepartie risque et la contrepartie de temps que ça représente. Et la contrepartie, en fait, de risque, c'est de considérer que dans le business angel, c'est un peu un numbers game, quoi. C'est-à-dire que si vous faites 4 ou 5 investissements, c'est plus difficile de déceler le ticket de loto. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les fonds de venture. C'est-à-dire que dans un fonds de venture, vous avez 25, 30, 40 lignes. Et c'est le bon niveau de diversification pour que dans cette matrice de répartition de la réussite et des échecs, vous ayez la capacité de faire x3 ou x4. Et la distribution, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a souvent, enfin, quand les fonds sont bons, il y a un home run, un fund returner qui va retourner le fonds, qui peut être une très belle histoire comme Revolut dans le cas d'un fonds comme Balderton. Et puis il va y avoir 2-3 histoires très, très valables qui font x2, x3, x4. Il y en a beaucoup qui vont être fonds de cuve et qui vont rendre en gros ce qui a été investi. Et puis il y a quand même 20-30% de casse. Ouais. Et donc cette diversification,
s'il n'y a pas 10, 15, 20, 30 lignes, en fait, vous n'arrivez pas à faire les performances qu'on peut attendre du venture. Parce que sinon, c'est très aléatoire. Après, ne pas sous-estimer aussi le facteur chance, hein. Il y a des gens qui ont investi dans de très belles entreprises, qui ont eu de la chance, et ça fait un très bon retour. Mais en tout cas, il y a un risque associé à ça, il y a du temps, et il y a surtout, en conclusion, besoin de se poser la vraie question patrimoniale de est-ce que de toute façon, j'avais envie d'investir dans ces jeunes pousses, Mm. dans Chez ce la pote, part ouais. hôtellerie, dans remonter ma Ouais, boîte ou dans l'activité de marchand de biens. ouais. Si la réponse est oui, le remploi est pour vous, mais bien attention, enfin faire bien attention à dimensionner le bon montant, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Oui, donc on essaie de mettre de la raison dans cet ensemble de sollicitations que tu peux avoir dès que tu as un peu d'argent disponible. Ce qui peut être, voilà, j'ai des copains, j'ai envie de les aider. Ça peut être effectivement, bah tiens, j'ai plein de deals qui arrivent, trop bien. Il faut toujours se poser la question pourquoi ce deal arrive chez moi et avoir quand même cette posture assez humble en disant, je suis pas meilleure que les autres pour détecter le bon truc. Voilà, c'est vraiment toute cette posture-là et cette un peu calmer le jeu qu'il faut adopter pour réussir. Et ne pas hésiter à poser la question à des Mm. copains qui ont été dans la même situation, Ouais. parce que les gens sont assez volubiles sur le sujet. Le retour d'expérience est quand même plutôt mitigé, en tout Mhm. cas pour la partie Business Angel. Et ne pas juste écouter l'attrait du dispositif fiscal, Mm. qui, encore une fois, n'est qu'un report et pas une Mm. exonération. Et justement, ce dispositif fiscal, est-ce que tu as aussi des éléments, tu vois, sur sa pérennité, euh, dans sa globalité ou sur certains de ses aspects? Je sais qu'il est parfois discuté. En plus, en ce moment, on a quand même des sujets de fiscalité qui sont assez présents dans l'actualité. C'est un dispositif qui, à ton sens, a vocation à durer ou ça pourrait évoluer dans les prochaines années? De toute façon, ce qui est Pas de boule certain, de c'est qu'on n'a cristal, pas de mais certitude en France s'agissant ouais. des sujets fiscaux, mais sans rentrer dans un débat idéologique, le dispositif en tant que tel, il a une raison d'être Mhm. qui est très juste et très Mhm. justifiée, c'est-à-dire de permettre à ceux qui ont créé de continuer à recréer, à redistribuer. Il y a quand même quelques éléments qui chatouillent un peu, et nous, ça nous arrive d'en discuter avec les instances, pour comprendre en fait quels sont les points de discussion. Et c'est sûr que la partie qui est la plus discutée, c'est la partie de la partie hôtellerie, quoi. C'est-à-dire le réinvestissement dans marchand de biens et hôtellerie. Ça, c'est des dispositifs qui sont en discussion depuis quelques années, alors qui n'ont pas été tranchés et qui le seront peut-être jamais, mais qui sont plus discutables. Et donc on comprend que si ça devait changer, probablement que ça ferait partie des zones d'éligibilité qui seraient probablement remises en cause. Et en revanche, ce qui devrait, selon nous, puisque c'est un peu le sens de ta question, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de temps Mhm. pour le mettre en œuvre, ce remploi. Et notamment à l'occasion, comme j'évoquais il y a quelques minutes, quand vous vendez votre entreprise et que vous êtes souvent en service après-vente ou earn-out en anglais, euh, en fait, 2 ans c'est court, parce que c'est Mhm. souvent la période pendant laquelle on vous attend pour faire grandir l'entreprise que vous avez cédée et pour faire en sorte que la mayonnaise prenne avec le nouvel acquéreur. Et donc vous n'avez absolument pas le temps, et d'ailleurs souvent vous êtes contraint par des clauses d'exclusivité, de recréer une nouvelle entreprise. Mais Mhm. si le dispositif était un peu plus long, quitte à ce qu'il soit plus restreint, probablement que ça créerait plus de création de valeur pour ce pourquoi ce dispositif a été créé. Ouais, d'accord. Bah, très intéressant. C'est effectivement une vraie piste à prendre en compte. Et c'est vraiment enfin, l'impression que ça donne, et moi si je me trompe, c'est que c'est quand même vraiment ce cas de figure de recréation d'entreprise qui est le plus favorable, le plus à encourager avec ce dispositif. Ça, et puis Ouais, soutenir les entreprises, ouais, hein, de soutien. manière Ouais, générale. ouais. Ok, ok. Il y a Est-ce que... d'autres, et j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment à la marge, c'est que vous pouvez aussi investir dans les augmentations de capital d'entreprises cotées. Ok. Ça, c'est la plupart du temps éligible au remploi. Mais bon, des IPO ou des augmentations de capital. Donc des IPO, il n'y en a pas tous les jours. Et des augmentations de capital, il y en a. Souvent sur le second marché, plus que sur Euronext. Et bon, voilà, c'est pas toujours des affaires flamboyantes. Et puis c'est des boîtes cotées en bourse, il y a le risque associé. Mhm. Donc ça fait aussi partie des sujets éligibles au remploi. Ok. Ok. Est-ce que tu avais d'autres éléments, d'autres conseils pratiques que tu voulais donner au sujet du remploi ou... Moi, je dirais, pour retenir, c'est que le remploi, c'est pas automatique. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que tu le fais pour l'impôt? Est-ce que tu le fais pour des raisons vraiment d'investissement?
Et si la réponse est oui pour l'impôt et j'ai aucune religion, il est fort probable que tu puisses le regretter. Ok. Eh ben, on reste là-dessus. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Pour Aurore. cette précision. À très vite. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.